Seconde partie de cette deuxième semaine, nous avons terminé l'introduction, nous entrons maintenant dans le vif du cours. Nous commençons par la première partie qui est consacrée à l'avant, c'est-à-dire avant ce qui se passe concernant la constitution et la gestion du dossier, quels sont vraiment les préparatifs à mettre en place avant d'entamer vraiment la constitution du dossier. Alors, donc, je vous rappelle rapidement le plan tel que nous l'avions examiné. Voilà, je mets en place la vidéo. Donc, le schéma du cours est le suivant. Nous sommes donc dans la phase de gauche, la phase avant que vous voyez ici. Nous sommes donc à la naissance du dossier, c'est vraiment la question de l'origine. Nous allons voir trois éléments dans cette phase dite avant. Le premier de ces éléments, c'est les questions à se poser. C'est savoir vraiment poser le problème. Lorsqu'une une situation se pose devant nous qui va impliquer la constitution d'un dossier administratif, avant de se lancer tête baissée dans la résolution, il faut avant tout pouvoir se poser les bonnes questions et tenter dans la mesure du possible d'y apporter le plus vite possible des éléments de réponse, mais vraiment savoir cerner correctement le sujet, poser les bonnes questions, c'est essentiel pour partir sur le bon rail. Nous aborderons également la question de l'origine du dossier, et puis, mais ce sera probablement pour la semaine prochaine, nous parlerons de la question de la compétence de l'autorité, c'est-à-dire de savoir qui est l'autorité, l'institution, la personne, qui doit prendre la décision. Vous êtes les agents, bien entendu, mais à un moment, il y a une décision qui doit être prise, une décision administrative. Qui prend cette décision? C'est important, évidemment, de bien déterminer qui est l'auteur de cette décision. Là, vraiment, la première opération, c'est de pouvoir poser les bonnes questions quand on se situe face à un problème. À l'origine du dossier, il y a donc une demande qui se fait jour. Ça peut être une demande d'un citoyen, ça peut être une modification de législation qui implique des modifications de notre façon de faire, ça peut être une instruction qui vient d'au-dessus, peu importe. Mais il y a un élément qui est le déclencheur et qui est à l'origine du dossier administratif qui va naître. Et la bonne décision qu'on va devoir prendre dépend de plusieurs facteurs, mais notamment de la nécessité d'avoir bien posé le problème au départ. C'est ce qu'on appelle la problématisation, dans un français qui est approximatif. En tout cas, il faut savoir problématiser, en d'autres termes, savoir poser les bonnes questions par rapport à la situation qui se pose. Partant du principe, un peu facile, je vous l'accorde, mais qu'un problème bien posé est déjà à moitié résolu. C'est peut-être un peu excessif, mais il est important en tout cas de pouvoir lancer la constitution et la gestion du dossier sur de bons rails. C'est un peu comme si vous preniez le train. Si vous vous trompez de quai, vous ne risquez pas d'arriver à la bonne destination. C'est un peu le principe. Si on n'a pas vraiment bien saisi tous les recoins de la question qui est posée, du problème qui se pose, vous risquez de vous embarquer dans des chemins un peu tortueux qui ne sont pas nécessairement les bons, et avec le risque de ne pas aboutir à la bonne solution. Alors, j'ai indiqué ici une série de questions qui sont assez classiques, à qui, quoi, comment, où, quand, comment, pour qui. Ce sont des questions assez simples, mais qui recèlent, bien entendu, toute une série de sous-questions et qui doivent être vues au cas par cas, bien entendu. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce stade-ci, ce qui importe, c'est de poser des questions. Ce n'est pas nécessairement d'amener toutes les réponses dès le début. Si vous avez toutes les réponses dès le début, j'ai envie de dire que le dossier est déjà presque terminé. Ici, c'est vraiment de savoir quelles sont les questions auxquelles vous allez devoir répondre dans la phase pendant, que nous verrons plus tard, qui va vous permettre de bien baliser votre travail. Alors évidemment, il y aura des éléments de réponse que vous pouvez apporter tout de suite, ou en tout cas très rapidement, mais il y en aura inévitablement d'autres pour lesquelles vous n'aurez pas l'information tout de suite. Donc, ce qui apporte, qu'on soit bien clair par rapport à ça, ce qui apporte ici, c'est de poser le problème, de poser les bonnes questions. Ce n'est pas nécessairement d'amener les réponses tout de suite. Ces réponses viendront au fur et à mesure de la gestion de votre dossier. Alors, la question qui, ça veut dire qui est concerné par ce dossier. Ce sont les différentes parties, différentes personnes qui vont intervenir dans le dossier. Si c'est une demande qui vient de l'extérieur d'un citoyen, on agit pour ce citoyen. Donc, il y a cette personne-là, le citoyen qui entre en ligne de compte. Mais il y a aussi tous ceux qui vont intervenir dans le dossier.
qui est concerné par cette demande, qui peut m'aider dans ce dossier, qui sont les agents qui ont éventuellement une connaissance de ce type de dossier qui pourront m'apporter une information, qui est l'organe de décision. Ça, c'est super important aussi. Qui va décider au final? Est-ce que c'est le collège? Est-ce que c'est le conseil? Est-ce que c'est le directeur général? Qui va gérer ce dossier après moi, quand j'aurai terminé? Parce que, toujours dans un principe de désegmentation, on ne travaille pas que pour soi, naturellement. S'il y a d'autres intervenants, comment peut-on mettre en place un système qui permette de travailler en bonne entente avec ces personnes? C'est aussi de déterminer qui sont les destinataires du dossier, pour qui je travaille. Je travaille naturellement pour une autorité, je travaille aussi éventuellement pour le citoyen qui pose la question. Je travaille aussi pour celui qui va contrôler mon travail, naturellement, ça peut être l'autorité de tutelle, ou ça peut être votre supérieur hiérarchique. Donc voilà toute une série de questions qui se posent. Je vais prendre un exemple qui va nous suivre pendant tout ce petit schéma. C'est un exemple très simple qui n'est pas tout à fait adapté au cours que nous voyons ici, mais imaginons le principe ou la situation sur laquelle le photocopieur du service tombe en panne. Il faut le remplacer. Alors, ça va se faire vite. Dans la pratique, vous n'avez pas commencé à mettre en place tout un processus comme celui que je vais vous expliquer. Il y a un photocopieur qui tombe en panne, il faut le remplacer, ça se fait rapidement. Mais c'est pour illustrer les questions qui peuvent se poser. Donc, par rapport à la question qui sont les personnes qui font des photocopies avec cet appareil? Donc, combien de personnes sont concernées? Donc, ça signifie, si on va plus loin, quel type d'appareil faut-il? Qui va prendre la décision? Moi, je travaille dans le service, mais ce n'est pas nécessairement moi qui vais lancer l'opération. Donc, qui sont les personnes qui doivent intervenir? Avec un peu d'expérience, vous saurez que il faut faire un marché public, ou en tout cas, il faut consulter plusieurs fournisseurs. Donc, qui va pouvoir me dire comment lancer la procédure? Qui va lancer la procédure? Qui va faire cette procédure? Moi, je travaille dans un service, je ne suis pas dans le service travaux, dans le service marché public. Donc, je ne saurais pas mener cette opération. Donc, qui dans ces services va pouvoir m'aider ou éventuellement même lancer l'opération de marché public? Donc, voilà une série de questions qui peuvent se poser, mais qu'il faut se poser dès l'entame, à nouveau, pour éviter de courir un peu comme une poule sans tête et pour qu'on fixe, on balise quelque part notre intervention. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord, avant tout, de bien clarifier la situation de départ et de la faire la plus large possible, quitte à la restreindre par la suite, pour éviter d'oublier certaines choses. Ça a l'air bête, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Les demandes qui émanent notamment de citoyens ne sont pas toujours aussi simples que ce qu'il n'y paraît. D'abord, il faut parfois les décoder. Puis on s'aperçoit encore un petit peu qu'il y a plein d'autres choses derrière. Donc, il faut vraiment bien comprendre, bien cerner la nature du dossier qui est en train de se créer face à vous. Donc, quelle est la situation de départ? Quelle est la solution qu'on me demande de mettre en place? Ou en tout cas, quel est l'objectif qu'on doit atteindre? Est-ce que c'est bien moi qui dois gérer ça? Donc, vraiment, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire circonscrire, dans la mesure du possible, vraiment, toutes les données du problème qui se déroule face à nous. Alors, où se déroule la problématique? Quand on dit où, c'est non seulement la situation géographique, mais ça peut être aussi la localisation structurelle. C'est-à-dire que, prenons le cas du photocopieur, bêtement, où est-ce que je vais l'installer? Il y en a un qui est là-bas maintenant. Est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit? On s'aperçoit avec un peu de réflexion qu'en réalité, il y a 10 personnes qui font 20 mètres pour aller faire une photocopie, alors qu'il y en a 2 qui font 3 mètres, alors qu'ils seraient très bien là où il y a le plus de personnes. Donc, voilà. Encore une fois, l'exemple ici est un peu idiot, un peu bateau, mais c'est le genre de questions dont il faut se préoccuper à l'avance. Voilà. Alors, ça peut être aussi où le dossier sera-t-il le mieux traité? Bon, moi, évidemment, je suis responsable du service, donc je sais qu'il me faut un photocopieur, mais encore une fois, je ne suis pas le spécialiste des marchés publics, donc où, dans quel service puis-je avoir l'information, ou quel service peut gérer ça pour moi? Il est clair, quand vous m'entendez, qu'il y a des questions qui se rejoignent. Quand on parle d'outils, on peut à un moment donné se rendre compte que c'est une question qu'on a posée dans le ou inversement. Bref, l'ensemble des questions certaines questions peuvent en tout cas se rejoindre à un certain moment. Il est bien important aussi de savoir que les questions que je pose ici, il y en a 7, ce n'est pas les 7 commandements, quoi, je veux dire, hein, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga d'un dossier administratif. Ce sont les questions les plus essentielles, les plus évidentes,
Il y en a peut-être d'autres que je ne pense pas nécessairement ici, mais qui pourraient arriver en fonction du problème, évidemment. Alors, quand la question du quand est vraiment primordiale, parce que ça va vous permettre d'établir un planning, une planification du dossier qui est essentielle pour mettre en place une gestion correcte. Donc, quand est-ce que je dois atteindre l'objectif? Quand est-ce que je dois avoir mon nouveau photocopieur? Le plus vite possible, évidemment. On est bien d'accord, parce qu'il est tombé en panne. Mais si on se fixe une échéance, ben voilà, comment peut-on faire en sorte de respecter cette échéance? Donc, ça implique la question de savoir par quelles étapes il faut passer pour aboutir à cet objectif. Et donc, ces étapes-là doivent être aussi prévues dans le temps. S'il faut passer par une décision du collège ou du conseil, ce n'est pas la même chose. Le collège se réunit en gros une fois par semaine, le conseil, c'est en gros une fois par mois, et encore pas toujours. Si c'est une décision qui doit être prise au conseil communal, il y a quand même intérêt à ne pas louper la séance à laquelle elle est prévue, parce que sinon, elle est partie pour un mois. Donc, voilà, poser la question du quand, c'est essentiel, parce que ça nous permet, là aussi, de fixer une fourchette de temps, de baliser le temps nécessaire pour aboutir à la solution à laquelle que l'on vise. Bien entendu, au départ, quand vous posez les questions, vous n'avez pas nécessairement la réponse à apporter. Mais vous allez, au fur et à mesure des questions que vous allez vous poser, différentes étapes vont intervenir. Il est important de pouvoir classer ces étapes dans l'ordre. Vous ne les aurez pas toutes, évidemment, mais de savoir que telle étape, ça apporte plus ou moins X jours, plus ou moins X semaines, et de commencer petit à petit à établir une planification qui va s'améliorer, s'affiner, je dirais, au fur et à mesure de l'évolution du dossier. Essayer de prévoir les étapes, c'est aussi savoir à un moment donné s'il faut ou non, par exemple, faire intervenir la tutelle. S'il faut faire intervenir la tutelle, c'est un mois de plus. Donc voilà, c'est vraiment essayer de prévoir le plus possible les différentes étapes et les calendriers qui ne dépendent pas nécessairement de nous. Si une décision doit passer au conseil communal, ben ça impliquera que vous devrez vous renseigner auprès du secrétariat communal, par exemple, pour savoir quand les dates du prochain conseil communal ont lieu. Et donc de faire un rétro-planning par rapport à cette date-là. Donc voilà, ça c'est un point extrêmement important qui consiste à mettre en place ce qui va vous permettre de planifier le plus exactement possible le dossier. Au cas du photocopieur, à nouveau, pour reprendre cet exemple, et donc quand est-ce que je dois le mettre en place? Ben, le plus vite possible, évidemment, mais en fonction du fait que c'est un collège ou un conseil ou le directeur général qui prend la décision, ben, on va essayer de fixer les échéances en fonction de ces réunions-là. Si c'est le directeur général qui doit prendre la décision, il a tout le temps possible, donc ça peut aller vite. Si je dois passer en collège communal pour ça, je sais que c'est tous les lundis matin, par exemple, donc je sais qu'il faudra que mon dossier soit prêt pour le vendredi après-midi. Si c'est pour le conseil communal, ben, je devrais voir avec le secrétariat quand je dois être prêt avec mon dossier de photocopieur pour le conseil communal. Donc voilà, ces questions, encore une fois, à prévoir dès le début. Alors, comment? Ce n'est pas nécessairement dans l'ordre du schéma, mais vous avez ça dans l'ordre du syllabus. Comment faire? C'est aussi une question cruciale. C'est trouver la bonne méthode, la méthodologie, le mode opératoire pour résoudre votre problème. Dans le cas du photocopieur, ben, comment est-ce que je vais faire? Ben, je sais par expérience que je vais devoir me plonger dans la législation sur les marchés publics, en tout cas appliquer la législation sur les marchés publics. Bon, de manière très succincte, évidemment. Il va falloir faire une formation en marché public pour acheter un photocopieur. Mais voilà, il y a d'autres domaines pour lesquels vous n'aurez pas nécessairement la réponse tout de suite. Comment faire? Aucune idée. Mais ça signifie que vous allez devoir prévoir un temps pour faire des recherches qui vont vous permettre de trouver la bonne méthode, la bonne législation. Et donc, ce temps de recherche, vous devez le prévoir, évidemment, dans votre planning auquel vous avez déjà pensé dans la question quand. Vous devez prévoir, par exemple, une semaine pour faire les recherches nécessaires qui vous permettront, au final, de trouver la bonne méthode. Et après, donc, de mettre en place ces différentes étapes. Voilà, donc là aussi, comment faire? Quelles sont les différentes législations applicables? Est-ce que je les connais? Oui, non. Est-ce que je dois prendre le temps pour les analyser? Voilà, ce genre de questions qui vont vous permettre aussi d'avancer. Alors la question combien? Combien, on pense évidemment tout de suite à la question d'argent. Combien ça va me coûter? Combien mon nouveau photocopieur va coûter? C'est évidemment une question d'argent, bien entendu. C'est aussi une question de coût humain, par exemple. Bon, ça n'apparaît pas dans le cas du photocopieur, mais est-ce que le problème que je pose va impliquer que
plusieurs personnes passent du temps dessus. Donc, ça a un coût en termes de temps de travail de ces différentes personnes. Vous êtes gestionnaire d'un service, vous avez un problème, un dossier administratif qui apparaît, ben vous savez que vous allez être à 3 à travailler dessus pendant 3 semaines, plus ou moins 3 semaines. Donc, voilà, il va falloir que vous sachiez ça pour aussi organiser votre travail. Et aussi faire savoir à votre supérieur hiérarchique en lui disant, écoutez, voilà, ce dossier-là, je peux le régler, mais il me faudra 3 semaines à 3 personnes pour le faire. Donc, en conséquence, ben, le temps que vous passerez à ce dossier-là, vous ne le passerez pas à autre chose. La solution qu'on va appliquer, va-t-elle entraîner un gain financier ou une perte financière? S'il y a une perte financière, est-ce que c'est pour gagner autre chose à la place? Dans le cas de l'achat d'un photocopieur, on va certes perdre de l'argent, puisqu'il va falloir dépenser de l'argent pour acquérir le photocopieur, mais on ne peut pas considérer non plus qu'on gère un service sans photocopieur. Donc voilà, la dépense, elle est là, mais le besoin, la nécessité est là aussi. Il faut bien combiner les deux. Pourquoi? La question n'apparaît pas nécessairement. À la place de pour qui, vous devriez voir pourquoi. Ça apparaît comme tel dans le syllabus. Je pense que c'est la mauvaise slide que j'ai ici, mais ça n'est pas grave. Pourquoi ce dossier doit-il être traité? Ben, c'est aussi une question intéressante parce que ça vous replace dans une perspective globale. Il ne s'agit pas simplement de gérer un dossier parce qu'on vous a demandé de le faire. C'est le genre de choses que je constate malheureusement souvent dans mon travail. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais si ce n'est pas le cas, je vais le faire maintenant. Et si c'est le cas, tant pis, je me redirai. Mais il m'est déjà arrivé de poser la question à des futurs agents, en tout cas dans le cadre d'examen de recrutement, à quoi va servir leur travail? Ça sert à quoi? Ben, ça ne sert pas simplement à donner des papiers ou à être en ordre avec la règle, ça permet, ben, de manière générale, à permettre aux citoyens d'être dans une meilleure situation, d'améliorer son bien-être, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui importe, c'est de savoir à quoi sert votre travail au final. Ici, je vais acquérir un nouveau photocopieur. Pourquoi? Parce que l'autre est tombé en panne. Oui, sans doute, ça c'est la cause de base. Mais pourquoi? Ben, ça va me permettre, je vais acheter un photocopieur de telle qualité, avec telle caractéristique, parce que ça va me permettre d'améliorer le travail et de le rendre plus efficace au sein de mon service. Vous pourriez très bien partir, bille en tête, en vous disant, le photocopieur est tombé en panne, je rachète exactement le même. C'est une solution. Mais en vous posant les bonnes questions, notamment la question du quoi, vous allez peut-être vous dire, oui, mais le photocopieur qu'on a maintenant, il est bien, mais d'abord, il fait des photocopies en noir et blanc. En couleur, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de photocopies couleur qui devraient se faire. Or, les agents qui ont besoin de faire des photocopies couleur courent dans le service à côté, donc on perd du temps, de l'énergie et on s'énerve. Donc voilà, le photocopieur actuel fait 55 copies à la minute. On a parfois des gros dossiers qui nécessiteraient qu'on fasse 100 copies à la minute. J'invente, évidemment, vous avez compris. Et donc, le fait de se poser la question, notamment du quoi ici, mais du combien aussi, va vous permettre, ou du pourquoi plus exactement, va vous permettre là aussi de bien cerner non seulement le problème, mais aussi l'approche de la solution qui est nécessaire à mettre en place. Voilà pour les questions principales. Alors, j'ai essayé d'illustrer de manière un peu facile avec un exemple presque débile du remplacement de photocopieuse. Évidemment, quand il y a un photocopieur qui tombe en panne, vous n'allez pas mettre en place tout un système de questions et de gestion de dossier tel que celui que je vais vous expliquer, parce que c'est finalement assez simple. Le but de ce cours, c'est de pouvoir vous donner une méthode qui vous permettra de pouvoir gérer des dossiers, des situations un peu complexes. Et donc, je propose un exemple ici. Vous êtes un agent qui travaille au sein du secrétariat communal de la commune de B. Voilà. Et le directeur général vous confie la mission suivante. Ça consiste à organiser le déménagement des services du personnel, de l'enseignement et des finances de la maison communale actuelle vers un bâtiment qui est situé rue X. Et tout doit être en ordre pour le 30 juin 2021. Donc ça, c'est le dossier que vous trouvez sur votre dossier, la note que vous trouvez sur votre bureau le lundi matin en arrivant. On est le 4 ou 11 janvier, peu importe. Et donc, voilà, ça c'est le genre de situation que vous allez devoir affronter éventuellement. Et donc, par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant, quelles sont les questions que vous allez vous poser avant de vous lancer vraiment dans la solution du dossier? La mauvaise méthode consiste à dire, les gars, il faut déménager, vous allez trouver tout le monde, vite, il faut déménager pour le 30 juin, mettez vos affaires en caisse, etc. Bon, on part sans savoir comment, ni pourquoi, ni comment. Et donc, on n'aboutira à rien. Prenons un temps pour se poser les bonnes questions afin de
partir dans la bonne direction. Alors, question du qui. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Qui est concerné par le déménagement? Sans doute, on a le service du personnel, de l'enseignement, des finances, donc ça fait 3 services, mais combien de personnes? Ça a un impact quand même. Hein. Donc, ce qu'il convient de faire, à la base de cette question, c'est de prévenir ces personnes, donc voir si, éventuellement, le chef de service, s'il ne serait pas opportun d'organiser des réunions d'équipe pour voir comment on va faire. On peut aussi se poser la question de qui va se charger du transport vers le nouveau bâtiment. On est à la maison communale, on doit aller dans un autre bâtiment. Comment on fait? On met tous nos caisses dans les voitures? Non, il va probablement falloir faire appel à une entreprise de déménagement. OK, entreprise de déménagement, mais ça signifie aussi qu'il y a une procédure de marché public qui doit être mise en place. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable du marché public au secrétariat communal? Ça m'étonnerait. Donc, ça signifie qu'il va falloir faire appel à des collègues du service achat au marché public. Qui est compétent également pour cette procédure de marché public? Donc, qui va prendre la décision? Est-ce que c'est le collège? Est-ce que c'est le conseil? Est-ce que c'est le directeur général? À ce stade-ci, vous n'en savez rien, mais ce qui importe, c'est de pouvoir savoir que la question existe. Et au fur et à mesure des recherches que vous allez faire, pouvoir y apporter les réponses. Question très pratique, qui va s'occuper de l'informatique et de l'électricité? Parce que c'est toujours les éléments les plus compliqués dans un aménagement de service. OK, déménager les caisses, bon, on trouve un problème. Mais après, il faut tout réinstaller au plan informatique, au plan électrique aussi. À moins que vous ne soyez particulièrement doué en la matière, ce qui n'est pas mon cas, vous allez devoir faire appel à des ressources extérieures pour gérer l'aspect d'informatique et d'électricité. C'est-à-dire qu'il faudra là aussi sans doute consulter d'autres services. S'il y a un informaticien dans la maison, il faudra le mettre au courant, je veux dire, pour qu'il ne débarque pas non plus le jour du déménagement en sachant qu'il a 3 services à réinstaller. Donc, éventuellement, les réunions d'équipe pourront se faire avec lui. Voir avec le service technique aussi pour l'électricité, par exemple. Qui va mettre en caisse? Est-ce que c'est les agents eux-mêmes? Pourquoi pas? Dans ce cas-là, il faut voir avec les chefs de service et voir en réunion de service si vous avez prévu d'en faire. C'est le genre de choses qui doit être discuté et prévu dès le départ pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, ou en tout cas essayer d'éviter le plus possible les mauvaises surprises. S'il faut mettre en caisse, il faut mettre sous des cartons, il faut des cartons. Et donc, ça signifie que, puisqu'on doit faire un marché public de transport, il faudra également prévoir dans ce marché public, dans le cahier des charges, l'approvisionnement en carton. Vous voyez, sur la base de la simple question qui, ça donne lieu à d'autres questions qui impliquent certains éléments de réponse, pas tout évidemment, mais ça va beaucoup plus loin que simplement il faut déménager, allons-y. De quoi s'agit-il? Et donc, finalement, là, la situation est assez simple, c'est d'organiser un déménagement de X personnes, on aura comptabilisé le nombre de personnes dans les 3 services, vers la rue qui a été définie, et leur réinstallation pour le 30 juin 2021. Et donc, dans le quoi, c'est quoi la décision à prendre par l'autorité? Si vous regardez le schéma du cours que nous avons vu, à un moment donné, tout au-dessus, il y a un petit rond vert, décision. Qui va être l'auteur de quelle décision? Bon, ici, à nouveau, l'exemple qu'on suit ici est plus simple pour vous faire comprendre, mais dans ce cas-ci, au plan administratif, il n'y a jamais qu'une décision à prendre, qui est de choisir la société de transport au travers de la procédure de marché public. Donc, l'acte administratif qui va avoir lieu dans ce dossier-ci, c'est de désigner une entreprise de transport. La complexité du dossier, dans ce cas-ci, c'est les aspects logistiques, évidemment. Hein, mais moi, je ne vais pas vous apprendre comment on déménage, je vous apprends comment on fait des actes administratifs et comment on gère des dossiers. Mais donc, ici, la décision à prendre, c'est peu simple peut-être, mais c'est de décider quelle est la société de transport qui va organiser le déménagement. Alors, la question, où se situe la nouvelle adresse? On vous a dit que c'est rue X, d'accord, mais c'est à combien de kilomètres de la maison communale? Ça a l'air de rien, mais ça signifie que c'est une information qu'il va falloir indiquer dans le cahier des charges de la société de transport. Si la société de transport doit faire un transport de 3 km ou de 150 km, ce ne sera pas le même prix, ce ne sera pas le même service. Mais est-ce qu'il y a plusieurs étages? Parce que le transporteur, s'il doit réinstaller tout au rez-de-chaussée ou s'il doit réinstaller tout au 9e étage avec un ascenseur qui ne fonctionne pas, ce ne sera pas le même prix non plus, ce ne sera pas la même difficulté. Donc tout ça, évidemment, c'est des questions à se poser pour lesquelles on peut assez rapidement obtenir la réponse. Où les services vont-ils s'installer dans le nouveau bâtiment? On vous dit qu'ils vont s'installer rue X. Éventuellement, vous savez à quel étage, mais quel est le plan de disposition? Ça va être important pour l'informaticien, notamment pour ses raccords, et pour le transporteur aussi, pour savoir exactement où il va redisposer les bureaux, etc.
Et donc, il y a une question dans le « où » qui est assez primordiale et qu'on n'a pas encore posée, c'est où trouver les plans du nouveau bâtiment. Ben, finalement, c'est aussi une question de base pour savoir comment les mobilier, comment les agents vont se réimplanter. Ben, il faut des plans, il existe des plans. Ben, où ces plans se trouvent-ils? À ce stade-ci, vous avez juste une note sur votre bureau, ben, vous allez demander à votre DG ou vous allez demander au service travaux, urbanisme, que sais-je, où trouver les plans du nouveau bâtiment. Quand donc on arrive là à la question cruciale sur laquelle on reviendra, hein, de la planification. Donc, quelle est l'échéance? Ben, on sait que c'est le 30 juin 2021, on est début janvier. On sait qu'au 30 juin 2021, on doit avoir fini. Rappelez-vous ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente. Tenez compte de la loi de Hofstadter, c'est-à-dire que tout prend toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Donc, vous êtes le 6 janvier ou le 11 janvier, je ne sais pas. Vous avez jusqu'au 30 juin, le temps s'écoule. N'oubliez pas que le temps file toujours plus vite que prévu et qu'il ne vaut mieux pas commencer le 25 juin à se tracasser du dossier. Vous avez du temps, tant mieux, profitez-en. Et donc, quel planning établir par rapport à ça? Dans ce planning, vous allez intégrer les différents éléments que vous connaissez déjà. Vous avez déjà apporté des éléments de réponse dans les questions précédentes. Vous savez que vous allez faire des réunions d'équipe. Vous allez peut-être proposer qu'elles se fassent toutes les 2 semaines, comme ça, j'en sais rien. Donc, vous avez un temps de préparation, vous savez que vous allez devoir lancer une procédure de marché public, donc prévoir dans le planning le temps de cette procédure. Donc, vous savez que vous avez l'échéance le 30 juin, vous allez commencer à faire une sorte de rétro-planning des différentes étapes dont vous avez la connaissance maintenant, et ce planning, vous allez l'affiner un peu au fur et à mesure. Vous allez préparer donc les différentes étapes avec leur délai. Alors, comment faire? Donc, quelle est la procédure à suivre? On sait qu'il y a une procédure de marché public. Vous n'y connaissez rien en marché public, on ne peut pas vous en vouloir, mais soit vous allez vous adresser au service marché public, soit vous allez vous-même vous occuper de cette partie. Alors, pour l'exemple ici, on va considérer que c'est vous qui allez devoir faire le cahier des charges, et donc vous allez devoir un peu vous prendre du temps, je dirais, pour appréhender la législation et la mettre en œuvre, l'appliquer. Donc, quelles sont les différentes étapes qui permettent d'atteindre l'objectif? Donc, toujours dans le comment faire, mais ça rejoint le quand finalement, parce que les étapes, vous pouvez les définir, mais il faut définir leur timing également. Et donc, c'est le genre de choses que vous n'allez peut-être pas non plus décider tout seul. C'est le genre de choses que vous allez faire en équipe. Rappelez-vous ce que je vous explique aussi, on ne travaille pas sur une île, hein. On travaille en commun avec d'autres services et d'autres agents. On ne vous demande pas à vous tout seul de régler le problème. Puisque vous avez prévu des réunions d'équipe, c'est le genre de questions que vous pourrez poser avec vos collègues dans les réunions d'équipe. Et puis, comment organiser la réinstallation des agents? Comment vous allez faire? Ça aussi, c'est à fixer avec les agents dans les réunions. Donc, voilà toute une série de questions qui sont déjà en place, mais qui ne sont pas les seules. Dans la réinstallation, d'ailleurs, je reviens là-dessus, vous allez devoir aussi voir avec l'informaticien, les services techniques, par rapport à leur propre planning à eux et par rapport à leurs contraintes. Alors, il manque le titre combien, ce n'est pas grave, voilà. Quel est le coût financier du déménagement? Ça aura un impact, évidemment. Quels frais est-ce que ça représente? Donc, ça signifie notamment quel est le coût du transporteur. Vous allez devoir estimer un coût. Alors, vous allez faire quelques recherches, etc., pour avoir à la grosse rouge, dans un premier temps, une estimation de ce coût. Est-ce que c'est 2 000 €? Est-ce que c'est 20 000 €? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres coûts que celui-là à prévoir? Si vous avez un informaticien qui s'en occupe, c'est très bien, mais si vous n'avez pas d'informaticien, il faudra prévoir un autre marché pour le service informatique, pour la réinstallation, par exemple. Est-ce que vous avez du budget pour ça? Donc là, il faudra voir, par exemple, avec le service financier, avec le directeur financier, ça tombe bien, ce service-là déménage aussi, donc vous pourrez compter sur leur appui logiquement. Donc voilà quelques questions concernant le combien. Donc, il n'y a pas encore de réponse non plus. Combien coûte la location du nouveau bâtiment? Est-ce qu'on va gagner de l'argent ou est-ce qu'on va en perdre? On imagine que si on quitte la maison communale pour aller dans un nouveau bâtiment, c'est des frais supplémentaires. À moins que le bâtiment appartienne déjà à la commune et qu'il a été rénové. Bref, voilà. Donc, est-ce qu'on va finalement gagner de l'argent dans l'affaire ou pas? Et si on en perd, ce qui est probable, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on déménage? Parce qu'il y a sans doute un avantage à la clé, vous allez gagner de l'espace, vous allez gagner du confort. Et donc, ça nous mène vers la question du pourquoi finalement. Pourquoi est-ce qu'on déménage? Vous n'avez pas organisé le déménagement comme un mouton en vous disant le directeur général m'a dit qu'il fallait organiser le déménagement, moi je déménage. Ce n'est pas absurde, a priori, de se poser la question de savoir pourquoi on déménage.
parce que ça aura un impact aussi sur les agents qui vont devoir déménager, sur votre équipe. C'est toujours plus intéressant de savoir pourquoi on travaille que de le faire parce qu'on vous a dit de le faire. Surtout si, au final, il y a un gain, qui ne sera peut-être pas financier, mais qui sera peut-être apparent dans la façon dont on travaillera plus tard, dans le confort dont on bénéficiera, dans les conditions de travail. C'est combien de temps pour organiser le déménagement d'une part et la réinstallation. Vous avez jusqu'au 30 juin, ok, mais ça veut dire que le 30 juin, tout le monde doit être opérationnel. Donc, le déménagement, dans ce cas-là, quand est-ce qu'il faut le prévoir? On ne peut pas le prévoir le 29 juin. Il faut peut-être prévoir un petit temps avant pour que tout le monde ait le temps de se réinstaller, de pouvoir réinstaller les ordinateurs, de pouvoir vérifier que tout finalement est bien en place et que donc le 1er juillet ou 30 juin, on soit opérationnel pour recommencer à travailler comme si on n'avait jamais arrêté. Et donc, c'est aussi combien de temps? Donc, on revient sur la question de la planification et du temps que ça prend. Pourquoi? On a déjà en partie posé la question, pourquoi faut-il déménager? Quels sont les avantages? C'est utile pour pouvoir donner des explications aux services concernés en particulier, aussi pour vous. Hein, encore une fois, vous n'agissez pas parce que vous êtes un bon soldat. Ça ne veut pas dire remettre en cause nécessairement la décision qui a été prise de déménager, mais c'est de connaître les tenants et aboutissants de cette décision. Donc voilà une illustration d'un dossier qui, je le répète, est plus logistique qu'administratif. Au plan administratif, il y a essentiellement une question de marché public à régler. Après, le dossier est quand même important. Je veux dire, déménager, ce n'est pas un petit truc. Hein. Voilà, mais sur le plan administratif, ce n'est pas l'exemple le plus lourd, je dirais. Et donc, par rapport à cela, moi, je vous propose maintenant un exercice que j'appelle fil rouge, dans la mesure où c'est l'exercice qui va nous suivre tout au long de ces séances de cours. En fait, on va prendre le cas qui se présente devant nous ici et on va voir au fur et à mesure des notions qu'on va acquérir, on va essayer de les appliquer à cet exercice, à ce cas qui vous est présenté ici. C'est un peu le même principe. Vous êtes un agent qui travaille au service du patrimoine de la commune, de la ville d'ailleurs, de vos villages. Et vous recevez sur votre bureau, un beau matin, une note que voici, donc ville de vos villages, direction de l'administration, et c'est une note de service à l'attention du service patrimoine, c'est-à-dire vous. Et c'est une note de service qui est signée par la directrice administrative, Madame Abbé, qui date du 6 janvier 2021, et qui vous dit ceci: Madame la directrice générale me fait part du souhait du collège communal de valoriser certains terrains dont la ville est propriétaire. À cet égard, le collège communal envisage de vendre de gré à gré le terrain cadastré section A numéro 789X, domaine privé de la ville d'une superficie de 550 m², 6 rue de la Province. Un couple habitant la commune, monsieur et madame Dupont, domiciliés 79 rue des Sciences administratives, a par ailleurs fait part au bourgmestre de son intérêt pour le dit terrain situé en zone constructive, dans la mesure où ce couple souhaiterait y faire construire une maison d'habitation. Merci d'instruire ce dossier de mise en vente du terrain selon la procédure établie et en prévoyant la signature préalable d'un compromis de vente. Pour les questions de facilité et de rapidité, il ne me semble pas opportun de faire appel au comité d'acquisition. Alors, ne soyez pas effrayés, vous n'avez sans doute rien compris, c'est normal. L'exercice ici est volontairement compliqué, parce qu'on va le faire ensemble d'abord, et c'est pour vous montrer la technique, la méthode qu'on peut mettre en place par rapport à une situation dans laquelle, au départ, on ne comprend pas grand-chose. Vous êtes un agent du service patrimoine, mais voilà, on est le 6 janvier 2021, vous avez commencé le 4 janvier 2021, autant dire que vous n'y connaissez rien en patrimoine. On vous parle de vente de gré à gré, de terrains cadastrés, de zones constructibles, de maisons d'habitation, ça vous savez plus ou moins ce que c'est quand même. On parle de choses que vous ne connaissez pas non plus, de vente de gré à gré, je pense l'avoir dit, de compromis de vente ou encore de comité d'acquisition. C'est normal, si vous ne comprenez rien, ne coupez pas la vidéo aussi en disant je ne comprendrai jamais rien à ce cours. Voilà, vous avez une situation très complexe et donc on va essayer de mettre en place une technique qui va vous permettre de, au fur et à mesure, aboutir à une solution. Et donc, dans ce cadre, la première étape, c'est de poser des questions. Moi, ce que je vous propose de faire, nous n'allons pas le faire ensemble, vous allez faire de votre côté, on en reparlera à la vidéo prochaine, la semaine prochaine. Ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre cet exposé, cet énoncé, et de vous dire, bon, voilà,
j'ai mes questions, j'ai cette question, comment est-ce que je peux les décliner pour essayer de bien cerner le problème et de voir dans quelle direction je dois aller. Donc voilà, ça va vous permettre de baliser le travail, de ne pas partir comme ça, sur base de rien du tout, en disant, bon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et d'aller trouver votre chef de service ou je ne sais qui, ou un collègue en disant, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas comment m'en sortir. Voilà, restons calmes. Et donc, essayons d'analyser la situation de la manière la plus précise possible pour essayer de, au fur et à mesure, trouver la bonne méthode de travail. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir chez vous. Vous pouvez le faire en groupe si vous voulez. Encore une fois, on ne travaille pas tout seul. Vous pouvez le faire juste pour vous tout seul ou bien pour votre groupe tout seul. Si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer le résultat de votre exercice. Si vous le voulez même, si vous avez peur, vous pouvez le faire de manière anonyme. Ce n'est pas du tout coté. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Moi, si vous me l'envoyez, ça me permettra peut-être d'avoir un retour, mais bon, ce n'est pas du tout obligatoire. Ce qui se passera de toute façon, c'est qu'à la prochaine séance, on fera la correction. En tout cas, je vous livrerai les questions qui, moi, me semblent utiles à poser dans ce cadre-là et vous pourrez éventuellement comparer et voir exactement comment ça marche. Voilà, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Je vous conseille quand même de faire l'exercice parce que c'est un peu dommage de passer à côté, surtout pour la suite du cours. Mais si vous voulez me l'envoyer, vous êtes les bienvenus. Si vous ne voulez pas, je ne vous en voudrais pas. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Je voudrais juste terminer cette séquence par la notion de nature du dossier. Il y a deux types d'origine du dossier. Donc, l'origine du dossier, c'est la question de base. Il y a soit une origine interne, soit une origine externe. L'origine externe, c'est la demande citoyenne. C'est un citoyen qui vous demande quelque chose, on vous charge de répondre à la demande d'un citoyen. Et donc, vous allez construire votre dossier avec cet objectif-là, avec cette perspective de devoir apporter une réponse à une demande citoyenne. Ça, c'est l'origine externe. L'origine interne, c'est l'activité de l'administration. Dans le cas qui nous occupe, par exemple, vous avez une origine interne, puisque c'est le collège communal qui souhaite mettre en vente un terrain. Si vous reprenez l'énoncé, l'origine, c'est ça. C'est que le collège souhaite valoriser, c'est-à-dire trouver de l'argent, je vous donne un petit tuyau pour vos questions, valoriser les terrains et les mettre en vente. Et il se trouve que par ailleurs, il y a des gens qui seraient intéressés. Donc là, dans le cadre de notre dossier, il y a à la fois essentiellement une origine interne, parce que c'est une demande qui émane de votre autorité, mais qui sert également éventuellement à répondre à une demande d'un citoyen, puisque des gens voudraient acheter ce terrain-là. Donc, il y a une origine externe. Et donc, en fonction du fait qu'il s'agit d'une origine interne ou d'une origine externe, des deux, votre vision du dossier va être différente, votre méthode d'application va être différente. Si vous travaillez directement avec un citoyen qui vous a posé une question, qui vous a demandé quelque chose, ça va signifier que vous allez avoir une correspondance avec lui, donc un accusé de réception, donc une manière de s'exprimer à son égard qui ne sera pas la même manière de s'exprimer si la demande provient de l'administration interne. Par rapport à la note de service que vous avez reçue ici, vous n'allez pas faire un accusé de réception, par exemple. C'est logique, vous n'allez pas dire à la directrice administrative, oui, madame la directrice, je m'en occupe, parce que c'est ce qu'on a pour vous. Par contre, vis-à-vis du citoyen, vous allez devoir faire notamment un accusé de réception avec différents éléments de réponse dedans. Donc, ça va conditionner, je dirais, votre approche, votre vision du dossier et votre méthode d'application. Votre vision du dossier, c'est-à-dire que satisfaire une demande d'un citoyen, ce n'est pas tout à fait la même chose que satisfaire une instruction qui vient d'une autorité supérieure. On ne travaille pas dans le même contexte. Voilà, je n'anticipe pas sur la suite. La semaine prochaine, je pense qu'il est temps d'arrêter, nous aborderons la troisième partie de ce premier chapitre, l'avant, où nous parlerons de la notion de compétence de décision. D'ici là, je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à l'exercice que je vous ai proposé. On en fera évidemment la correction d'entrée de cours la semaine prochaine, et puis on continuera l'examen de notre cours. À la semaine prochaine, la semaine numéro 3. À bientôt.